Je suis heureuse que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville d'où vous regardez. Que se passe-t-il lorsqu'une femme qui a tout donné est traitée comme si elle n'était rien? Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas la destruction, c'est la dignité. Mon mari, Paul, est mort un mardi. Cancer du pancréas. 6 mois, du diagnostic à la mort. Si rapide que j'ai à peine eu le temps de comprendre que je le perdais. 42 ans de mariage se sont terminés dans une chambre d'hôpital qui sentait l'antiseptique et le chagrin. Ces derniers mots, pour moi, n'étaient ni profonds ni poétiques. Il a simplement serré ma main et a dit « Prends soin de toi, Bernadette, s'il te plaît », comme s'il savait que je passerais le reste de ma vie à prendre soin de tout le monde sauf de moi-même. Je m'appelle Bernadette Leclerc, j'ai 68 ans et je suis une institutrice à la retraite. Jusqu'à récemment, je vivais dans la maison de banlieue où Paul et moi avons élevé notre fils unique, Bruno. C'était une modeste maison avec 3 chambres et un patio en mosaïque où nous avons célébré chaque Noël, chaque anniversaire, chaque étape importante de notre vie. Chaque brique de cette maison était imprégnée de nos rires, de nos disputes, des premiers pas de Bruno, de ses pleurs après une chute de vélo. La porte d'entrée portait encore les marques de croissance que Paul gravait méticuleusement chaque année pour notre fils. Le jardin, c'était mon sanctuaire, un endroit où les rosiers de Paul grimpaient sur le treillis que nous avions construit ensemble un été caniculaire. Chaque fleur était un souvenir, chaque recoin une histoire. Après la mort de Paul, le silence dans cette maison est devenu une torture. Chaque objet semblait crier son absence. Le fauteuil, en cuir usé dans le salon, creusé par des années de présence, restait désespérément vide. L'oreiller de son côté du lit conservait une odeur fantomatique de son eau de Cologne. Sa tasse de café, celle avec une anse ébréchée qu'il refusait de jeter, est restée sur la table de chevet, là où il l'avait laissée. Je n'osais pas la toucher, comme si la déplacer effacerait la dernière trace tangible de sa routine matinale. Le deuil était une brume épaisse qui m'enveloppait, étouffant les sons et les couleurs du monde extérieur. Je fonctionnais en pilote automatique, accomplissant les tâches quotidiennes, sans vraiment être présente. Chaque repas était une épreuve, préparée pour une personne au lieu de 2. La solitude était une présence physique, assise en face de moi à la table du petit déjeuner. 2 semaines après les funérailles, Bruno est venu me voir. Il tenait sa femme, Stéphanie, par le bras et arborait ce sourire familier, celui qu'il utilisait depuis l'âge de 8 ans lorsqu'il voulait quelque chose mais n'osait pas le demander directement. Il avait les mêmes yeux que son père, mais ce jour-là, il manquait de la chaleur habituelle. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, cette même table où je lui avais appris à écrire son nom 35 ans plus tôt, où nous avions fait ses devoirs, où il m'avait annoncé qu'il était amoureux pour la première fois. La pièce était baignée d'une lumière douce de fin d'après-midi, mais l'atmosphère était lourde. « Maman » a-t-il commencé, sa voix un peu hésitante. « Stéphanie et moi, on cherche une maison. Quelque chose de plus grand pour les enfants, mais les prix sont... » Il a secoué la tête, laissant sa phrase en suspens. L'implicite flottait dans l'air. Stéphanie, assise à côté de lui, a hoché la tête en remuant son thé avec des ongles parfaitement manucurés. Rose corail, ce jour-là. Je me souviens avoir pensé à quel point il s'accordait avec son chemisier de créateur. Elle était toujours impeccable, une façade lisse qui ne laissait rien transparaître de ses véritables pensées. Elle incarnait une sorte de perfection moderne que je ne comprenais pas tout à fait, une ambition qui semblait parfois la consumer. Elle me regardait avec une pitié polie, celle que l'on réserve à une vieille dame fragile qui a perdu son mari. Je sentais déjà le fossé se creuser entre nous, entre leur monde trépidant et mon existence suspendue.
Il parlait de l'avenir, de projets, de maisons, alors que mon monde venait de s'effondrer. Il voyait une opportunité là où je ne voyais qu'un vide béant. La question qu'il n'osait pas poser était suspendue entre nous, aussi visible que la vapeur qui s'échappait de leur tasse. Je savais ce qu'ils allaient demander avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. C'était écrit sur leur visage, dans leurs gestes calculés, dans la manière dont ils évitaient mon regard. La maison, ma maison, était la solution à leurs problèmes. La conversation a continué sur un ton faussement léger. Ils ont parlé de leurs enfants, mes petits-enfants, Théo et Emma. Théo, 9 ans, sérieux et réfléchi comme son grand-père. Emma, 6 ans, une tornade de boucles blondes et de rires, qui ressemblait tellement à Bruno à son âge que cela me serrait le cœur. Ils étaient ma seule lumière dans ce tunnel de deuil. Stéphanie a ensuite pris la parole, sa voix douce mais calculée. L'apport pour la maison que nous voulons est de 68 000 €. Nous économisons depuis 1 an, mais nous n'avons que la moitié. Elle a posé sa tasse délicatement, sans un bruit, et m'a regardé droit dans les yeux. Le message était clair. J'ai compris immédiatement ce qu'il ne disait pas. Mon cœur s'est serré. La maison que Paul et moi avions mis une vie à payer, la maison remplie de nos souvenirs, était maintenant réduite à un chiffre, un apport, une solution à leurs problèmes financiers. J'ai senti une pointe de ressentiment, mais je l'ai vite étouffée. C'était mon fils, ma famille. L'idée de les aider, de me sentir utile à nouveau, était une bouée de sauvetage à laquelle je voulais m'accrocher. « De combien avez-vous besoin ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Bruno a baissé les yeux sur ses mains, les mains de son père, fortes et capables, mais qui semblaient si impuissantes à cet instant. « Si tu vendais cette maison, maman, tu pourrais venir vivre avec nous. Tu ne serais pas seule. Les enfants t'adorent. » Sa voix s'est éclaircie, pleine d'un enthousiasme soudain. « C'est gagnant-gagnant. »« Ce serait parfait ?» a ajouté Stéphanie avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tu nous aiderais avec les enfants. On prendrait soin de toi comme une vraie famille devrait le faire. » Ce mot, famille, a touché une corde sensible au plus profond de moi. La peur de la solitude était plus forte que tout. L'idée de me réveiller chaque matin dans cette maison vide était insupportable. L'image de mes petits-enfants courant vers moi, de leur rire remplissant une nouvelle maison, a balayé toutes mes hésitations. Je voulais faire partie de leur vie, pas être un fardeau ou un lointain souvenir. J'ai imaginé des matins remplis de vie, des soirées où je lirais des histoires à Emma, des après-midi où j'aiderais Théo avec ses devoirs. Je me suis convaincue que c'était la meilleure solution, que Paul aurait voulu cela pour moi, pour nous. J'ai signé les papiers de la vente 3 semaines plus tard. Le cœur lourd, j'ai regardé l'agent immobilier planter le panneau « Vendu » devant mon jardin. Ma maison de banlieue, avec ses hauts plafonds et 4 décennies de souvenirs, a été vendue pour 120 000 €. J'ai donné à Bruno les 68 000 € pour l'apport de leur nouvelle maison et j'ai placé les 52 000 € restants sur un compte d'épargne. C'était mon filet de sécurité, pensais-je. Une petite somme pour mes vieux jours, pour les imprévus. Ce que je n'ai pas fait, et cela me pèse encore aujourd'hui, c'est d'insister pour que mon nom figure sur l'acte de propriété de la nouvelle maison. Le notaire, maître Marc Dubois, un vieil ami de la famille qui avait géré toutes nos affaires depuis des années, me l'avait pourtant suggéré. Nous étions dans son bureau cossu, sentant le papier ancien et le café fort. « Madame Leclerc » a-t-il dit en ajustant ses lunettes de lecture, son regard bienveillant posé sur moi. « Puisque vous contribuez à la totalité de l'apport, il serait prudent d'inclure votre nom sur l'acte de propriété pour votre protection.
au cas où quelque chose d'inattendu se produirait. Il avait connu Paul depuis l'école. Il était comme un oncle pour Bruno. Sa parole avait du poids. Bruno a hoché la tête rapidement, peut-être un peu trop rapidement. Oui, bien sûr. Mais la maison est pour nous tous. Pourquoi compliquer les choses avec de la paperasse supplémentaire? On peut toujours ajouter le nom de maman plus tard. C'est juste une formalité. Il a posé une main sur mon épaule, un geste qui se voulait rassurant. J'aurais dû écouter Maître Dubois. J'aurais dû voir le léger froncement de sourcils de Stéphanie, son impatience à peine masquée. Mais j'étais en deuil, seule, et désespérée de rester connectée à la seule famille qu'il me restait. La logique avait cédé la place à l'émotion. L'idée de remettre en question la confiance de mon propre fils me semblait une trahison. Alors, j'ai souri, un sourire fatigué, et j'ai dit les mots que je regretterais amèrement. Je fais confiance à mon fils. Maître Dubois a soupiré discrètement, mais n'a pas insisté. Il a préparé les documents au nom de Bruno et Stéphanie. J'ai signé en tant que donatrice, un simple témoin de mon propre déshéritement financier. En quittant son bureau, j'ai eu un bref instant de doute, un nœud dans l'estomac, mais je l'ai ignoré. J'avais fait le bon choix pour ma famille. C'était tout ce qui comptait. La nouvelle maison se trouvait dans le domaine des Hauts-Chênes, une résidence fermée avec un gardien à l'entrée. 3 chambres, 2 salles de bain, un garage pour 2 voitures. Moderne, épurée, froide. Rien à voir avec la maison chaleureuse et habitée que j'avais quittée. Les murs étaient d'un blanc clinique, les sols en carrelage gris et les grandes baies vitrées donnaient sur un jardin parfaitement entretenu, mais sans âme. C'était une maison de magazine, pas un foyer. Mais elle avait un petit coin de jardin où je pourrais planter des roses, et un parc à proximité où je pourrais emmener mes petits-enfants, Théo et Emma, jouer. Ça deviendra un foyer, me suis-je dit. Avec le temps. Je me suis accrochée à cette idée comme à une bouée de sauvetage. Je remplirai cette maison de l'odeur des gâteaux faits maison, de la chaleur de ma présence, des rires des enfants. Je la transformerai, brique par brique, en un lieu de vie. Les premières semaines ont été une période d'ajustement, mais gérable. J'avais un but. Je me réveillais à 5h30 chaque matin, une habitude héritée de 40 ans d'enseignement, et je préparais le café comme Bruno l'aimait, fort avec une pointe de cannelle. Je préparais le petit déjeuner pour tout le monde, des œufs et du bacon pour lui, des parfaits aux fruits pour les enfants, des toasts à l'avocat pour Stéphanie. J'aidais Théo, ce garçon de 9 ans si sérieux, à préparer son sac à dos et à vérifier ses devoirs. Je brossais les longs cheveux d'Emma, cette adorable fillette de 6 ans, qui ressemblait tant à Bruno au même âge que cela me coupait parfois le souffle. Elle se blottissait contre moi, sa petite tête sur mon épaule, et je me sentais exister à nouveau. Stéphanie partait à 7h30, toujours impeccable dans ses tailleurs et son parfum coûteux. Elle était directrice des opérations dans une entreprise technologique, un poste bien rémunéré, mais qui exigeait de longues heures. Bruno partait une demi-heure plus tard, me faisant parfois un bisou sur le front, parfois attrapant simplement sa tasse de voyage avec un rapide « Merci maman ». Et je restais derrière, à débarrasser les assiettes, à faire la lessive, à arroser les plantes, me disant que cet arrangement avait du sens, que j'étais nécessaire ici, que c'était cela, une famille. Je ne voyais pas les fissures apparaître, ou peut-être que je refusais de les voir. Elles ont commencé comme de petites choses, des détails presque insignifiants. Stéphanie qui passait son doigt sur les comptoirs après que je les ai nettoyés, à la recherche de la moindre trace de poussière. Elle ouvrait le réfrigérateur et réorganisait les articles que j'avais déjà rangés, murmurant des choses sur l'optimisation de l'espace. Un jour, elle m'a interpellée alors que je nettoyais la salle de bain. « Belle maman !» a-t-elle dit, 3 mois après mon emménagement. Jamais Bernadette, jamais maman ? Toujours belle maman, prononcée comme un titre, une désignation fonctionnelle.
Les miroirs ont des traces. Pourriez-vous être plus prudente avec le nettoyant pour vitres? J'ai hoché la tête et j'ai nettoyé à nouveau les miroirs, même si je ne voyais aucune trace. C'était sa façon de marquer son territoire, de réaffirmer que c'était sa maison et que j'y vivais selon ses règles. Un autre jour, c'était au sujet des chemises de Théo. Belle maman, les chemises de Théo ne sont pas repassées correctement. Voyez ces plis? Elle tenait une chemise parfaitement acceptable. Et vous avez encore utilisé trop de lessive. Ces produits de marque coûtent cher. Chaque critique était délivrée avec ce sourire glacial qui ne quittait jamais son visage. Chaque remarque était comme une petite coupure de papier sur mon amour-propre. Je me justifiais en me disant qu'elle était stressée par son travail, qu'elle était une perfectionniste. Je me répétais que je devais être plus compréhensive, plus accommodante. J'étais une invitée dans leur vie, après tout, même si j'avais financé une grande partie de cette vie. J'ai commencé à marcher sur des œufs, à anticiper ses critiques, à essayer de faire tout parfaitement pour éviter ses reproches. Lentement, insidieusement, je perdais confiance en moi. La femme compétente et respectée que j'avais été toute ma vie s'effaçait pour laisser place à une version d'elle-même hésitante et anxieuse. Les enfants, Dieu merci, adoraient m'avoir là. Théo s'asseyait avec moi le soir, pendant que je l'aidais à faire ses devoirs de mathématiques. Il avait la même concentration que son grand-père. Emma s'endormait sur mes genoux pendant que je lui lisais des histoires, ses petits doigts agrippés à ma chemise. Ces moments étaient mon refuge, ma raison de supporter le reste. Mais chaque fois que Stéphanie nous voyait ensemble, son visage se durcissait de manière presque imperceptible. Un pli apparaissait au coin de ses lèvres, son regard devenait distant. Je sentais sa jalousie, un courant froid qui passait entre nous. Elle voyait ma relation avec ses enfants comme une menace, une intrusion dans son rôle de mère. Elle n'a jamais dit un mot, mais ses actions parlaient d'elle-même. Elle commençait à interrompre nos moments, proposant une activité plus amusante ou insistant sur le fait qu'il était l'heure du bain, même s'il était encore tôt. Le point de bascule est arrivé un soir. Emma était blottie contre moi sur le canapé, nous regardions un dessin animé. Elle a levé la tête et a dit d'une voix forte et claire, avec toute l'innocence de ses 6 ans, « Mamie, je t'aime plus que maman. » La pièce est devenue silencieuse. Le silence était si soudain et si total qu'il semblait avoir une présence physique. Stéphanie, qui se tenait près de la porte, un verre de vin à mi-chemin de ses lèvres, s'est figée. Théo a arrêté de jouer à son jeu vidéo. Même le tic-tac de l'horloge semblait s'être arrêté. J'ai senti mon cœur s'emballer. « C'est idiot, ma chérie, » ai-je dit rapidement en lui caressant les cheveux. « Tu nous aimes toutes les deux, mais de différentes manières. » Mais le mal était fait. Les mots avaient été prononcés et ils flottaient dans l'air comme un poison. J'ai vu le regard de Stéphanie, un éclair de douleur et de fureur qu'elle a rapidement masqué. Plus tard dans la nuit, j'ai entendu des éclats de voix provenant de leur chambre. La porte était fermée, mais la colère de Stéphanie était si vive qu'elle traversait le bois. « Ta mère est en train de me saper auprès de mes propres enfants. » La voix de Stéphanie était aiguë et tranchante, même à travers la porte fermée. Je me suis arrêtée dans le couloir, mon cœur battant la chamade. « Elle ne le fait pas exprès, Steph. Emma est juste attachée à elle, » a répondu Bruno, toujours le pacificateur, sa voix plus basse, conciliante. « Trop attachée. Elle leur donne tout ce qu'ils demandent. Elle leur remplit la tête de bêtises. Elle me fait passer pour la méchante. » Le ressentiment dans sa voix était palpable. « C'est ma mère, Stéphanie. Elle vient de perdre papa. Laisse-lui un peu de répit. » Il y a eu une pause, un silence lourd.
Puis la voix de Stéphanie, plus basse, mais encore plus cinglante, a repris. « Ta mère ou la bonne qui ne paie pas de loyer ?» J'ai attendu. J'ai retenu mon souffle, priant pour que Bruno me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il n'y a eu que le silence. Un silence assourdissant qui valait toutes les réponses. Puis, le bruit d'une porte qui se ferme. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. J'avais franchi une ligne invisible. Je n'étais plus la belle-mère serviable, la grand-mère aimante. J'étais devenue le fardeau qu'ils enduraient. Le prix à payer pour avoir une maison plus grande. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les mots de Stéphanie tournaient en boucle dans ma tête. La bonne qui ne paie pas de loyer. Chaque syllabe était un coup de poignard. Le silence de mon fils était une trahison encore plus profonde. J'ai repensé à tout ce que j'avais fait, à tout ce que j'avais donné. Non seulement l'argent, mais mon temps, mon énergie, mon amour. Et tout cela était réduit à une transaction de service non rémunérée. Le lendemain matin, quand je suis descendue préparer le petit déjeuner, l'atmosphère était glaciale. Stéphanie m'a à peine adressé la parole, et Bruno évitait mon regard. Le vernis de la famille heureuse s'était fissuré, révélant la laideur en dessous. C'est cette semaine-là, sur les conseils de ma vieille amie, Hélène Martin, que j'ai commencé à tenir un registre de mes contributions financières au ménage. Hélène et moi nous sommes retrouvés dans son petit appartement en centre-ville, un lieu chaleureux, rempli de livres et de plantes. Veuve depuis 5 ans, elle avait traversé des épreuves similaires avec sa propre famille. Elle m'a écouté attentivement, sans m'interrompre, en me servant une tasse de thé fumant. « Bernadette, » a-t-elle dit d'une voix douce mais ferme, « tu es une femme intelligente, documente tout, chaque centime, garde les reçus, les relevés bancaires. Juste au cas où. » « Au cas où quoi ?» ai-je demandé, même si une petite voix au fond de moi commençait à comprendre. Hélène, qui avait appris la dure réalité de la vie, m'a simplement tapoté la main. « Au cas où la vie t'apprendrait la même leçon qu'à moi, la famille n'est pas toujours celle que l'on croit. » Ce jour-là, j'ai acheté un petit carnet à spirale dans une papeterie. Caché dans ma boîte à couture, sous des bobines de fil et des paquets d'aiguilles, il est devenu mon journal de bord financier, le témoin silencieux de mon exploitation. La première entrée concernait le prêt immobilier. La mensualité était de 1 400 €. Bruno versait 480 €, tout ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire d'agent immobilier, disait-il. Il m'a expliqué que les 920 € restants provenaient de ma pension mensuelle de 1 600 €, me laissant à peine 680 € pour toutes mes dépenses personnelles, mes médicaments, mes vêtements, un café de temps en temps avec Hélène. Je m'étais convaincue que c'était une contribution juste, ma part pour vivre avec eux. Mais ce n'était pas seulement le prêt. J'ai commencé à noter les autres dépenses, celles que j'avais payées avec mes économies. Le nouveau réfrigérateur américain, parce que Stéphanie le trouvait plus fonctionnel. 1 890 €. Le lave-linge et le sèche-linge dernier cri, 250 €. L'ensemble complet du salon, parce que Stéphanie trouvait que celui de leur ancien appartement faisait daté. 300 €. Toutes ces dépenses, payées avec l'argent de la vente de ma maison, ont été méticuleusement notées dans mon petit carnet, chaque reçu soigneusement agrafé à la page correspondante. Tenir ce carnet me donnait un étrange sentiment de contrôle, comme si en documentant l'injustice, je la rendais moins puissante. C'était mon secret, ma petite rébellion silencieuse dans un monde où ma voix n'était plus entendue. Une année a passé. Les humiliations sont devenues plus subtiles, mais plus constantes, comme un goutte à goutte empoisonné. Stéphanie organisait des dîners de famille et oubliait de me prévenir jusqu'à la dernière minute, me laissant peu de temps pour me préparer,
me faisant sentir comme une pensée après coup. Ses amis venaient pour des soirées vin et fromage, et elle me présentait comme la maman de Bruno qui nous aide avec la maison. Jamais comme un membre de la famille. J'étais devenue invisible, un fantôme se déplaçant dans les pièces d'une maison que j'avais aidé à payer, mais à laquelle je n'appartenais pas. Je me suis effacée. J'ai appris à ne pas faire de bruit, à rester dans ma chambre lorsque leurs amis étaient là, pour ne pas déranger. Je n'étais plus qu'une ombre fonctionnelle, utile pour les tâches ménagères, mais encombrante pour la vie sociale. Le Noël de cette année-là a été particulièrement douloureux. Alors qu'ils se rassemblaient pour la photo de famille devant le sapin, tous vêtus de leurs plus beaux habits, Stéphanie m'a tendu l'appareil photo. « Tu as une main plus stable, belle maman », a-t-elle dit avec ce même sourire froid. Je suis restée derrière l'objectif, regardant à travers le viseur ma famille posée sans moi. J'ai appuyé sur le bouton, le cœur serré, immortalisant une scène dont j'étais exclue. Cette photo a fini encadrée sur la cheminée. Je n'apparaissais sur aucune des photographies exposées dans la maison. C'était comme si je n'existais pas, comme si mon rôle se limitait aux coulisses de leur vie parfaite. J'étais la technicienne, la metteuse en scène de leur bonheur, mais jamais une actrice sur leur scène. Cette invisibilité était plus blessante que n'importe quelle critique ouverte. C'était une négation de mon existence même, une lente et douloureuse érosion de mon identité. Je n'étais plus Bernadette Leclerc, épouse, mère, enseignante. J'étais la maman de Bruno. Une fonction, pas une personne. Un après-midi, alors que je faisais le ménage à l'étage, j'ai surpris une conversation téléphonique de Stéphanie avec sa sœur. Elle était dans le salon, et sa voix portait clairement dans l'escalier. « Non, sérieusement », disait-elle en riant, ne réalisant pas que j'étais juste au coin du mur. C'est comme avoir une bonne gratuite. Elle se lève tôt, cuisine, nettoie, s'occupe des enfants. Et le meilleur, c'est que je n'ai pas à la payer ni à lui donner de jours de congé, parce que c'est la famille. Elle a éclaté de rire, un rire qui m'a glacé le sang. La voix de sa sœur était inaudible, puis Stéphanie a repris, baissant légèrement la voix. Bruno se sent coupable parfois, mais je lui dis qu'elle est mieux ici que seule dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Au moins, ici, elle est utile. Utile. Ce mot a résonné en moi comme un glas. Ma valeur était réduite à mon utilité. Le soir même, j'ai pris le bus pour le centre-ville et je suis entrée dans un magasin d'électronique. J'ai acheté un petit enregistreur vocal numérique. 45 € prélevés sur mon budget personnel qui diminuait de plus en plus. Ce fut le meilleur investissement que je ferai jamais. Car Stéphanie avait raison sur une chose. Quand on devient invisible, les gens parlent devant vous comme si vous n'existiez pas. Ils oublient que vous avez des oreilles pour entendre, un cœur pour se briser et un esprit encore assez vif pour comprendre exactement ce qui se passe. L'enregistreur est devenu mon allié silencieux, une extension de mon carnet secret. Je le laissais discrètement dans ma poche de tablier ou sur une étagère, dissimulé derrière un livre, pendant que je faisais le ménage. C'était une mesure désespérée, l'acte d'une femme acculée qui cherchait des preuves de sa propre réalité. Une réalité que tout le monde semblait nier. Je savais que c'était une violation de leur vie privée, mais j'avais le sentiment que ma propre survie psychologique était en jeu. Je devais savoir. Je devais avoir des preuves irréfutables de ce que je subissais, ne serait-ce que pour me prouver à moi-même que je ne devenais pas folle, que je n'imaginais pas tout. Au cours des 6 mois suivants, j'ai enregistré 17 conversations. 17 fragments de vérité brutale qui ont confirmé mes pires craintes. Stéphanie, avec ses amis dans le salon. Ma belle-mère fait tout dans la maison, ce qui me permet de me concentrer sur ma carrière. C'est grâce à ça que j'ai eu cette promotion. Elle se vantait de son succès, construit sur mon travail non rémunéré. Stéphanie avec Bruno dans leur chambre, alors que je dépoussiérais le couloir.
Ta mère devient vraiment agaçante. Elle veut avoir un avis, sur tout. Comment j'élève mes enfants, ce que j'achète au supermarché. Et la plus accablante, enregistrée il y a 3 mois, Stéphanie de nouveau au téléphone avec sa sœur. Quand elle mourra, son mari a laissé une bonne pension. Elle a rempli sa fonction. Il est peut-être temps pour elle de trouver son propre espace. Un petit appartement ou une jolie maison de retraite. J'ai entendu la réponse de Bruno à travers la porte, étouffée, mais claire. J'y penserai. 4 mots. 4 mots qui ont brisé ce qui restait de mon cœur. Je n'étais pas seulement un fantôme dans cette maison. J'étais un fantôme avec une date d'expiration. Mon propre fils envisageait de se débarrasser de moi une fois que j'aurais cessé d'être utile. La douleur était si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Je me suis assise sur les marches de l'escalier, dans le noir, l'enregistreur serré dans ma main tremblante. J'ai pleuré en silence, des larmes amères de trahison. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne à cette table de salle à manger parfaitement polie ne pouvait imaginer, c'est que ce fantôme se préparait. L'enregistreur, le carnet rempli de relevés financiers, et quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne soupçonnait parce que personne ne prenait la peine de demander. Quelque chose que même moi, j'avais presque oublié. Dans ma boîte à couture, sous les bobines de fil et les paquets d'aiguilles, se trouvait l'original de l'acte de vente de ma maison de banlieue. Et juste à côté, un autre document que Maître Dubois m'avait insisté de conserver, le titre de propriété de la nouvelle maison. Je ne l'avais jamais transféré. C'était toujours à mon nom, et seulement à mon nom. Lorsque nous avons acheté la maison, Maître Dubois avait expliqué que, puisque je fournissais l'intégralité de l'apport, il était plus sûr de tout mettre à mon nom dans un premier temps. Vous pourrez faire le transfert quand vous le voudrez plus tard, Madame Leclerc, avait-il dit avec un regard entendu. Mais de cette façon, vous êtes protégée. Bruno avait accepté à l'époque, pensant que ce n'était qu'une formalité temporaire. C'est mieux comme ça, maman. Plus sûr pour toi. Puis, le temps a passé, et nous n'avons jamais fait le transfert. Il m'en avait parlé quelquefois au cours des premiers mois. On devrait aller chez le notaire, maman, pour changer les actes. Mais il y avait toujours quelque chose de plus urgent, toujours une raison de reporter. Stéphanie était occupée par son travail, les enfants avaient besoin de ci ou de ça. Finalement, il a cessé de demander. Et moi, consciemment ou inconsciemment, je ne le lui ai jamais rappelé. Une partie de moi, la partie qui avait survécu à 42 ans de mariage, qui avait élevé un fils pendant que Paul faisait des journées de 12 heures, qui avait enseigné à des enfants de primaire pendant 30 ans, cette partie-là savait que j'avais besoin de protection. Cette partie-là m'a sauvée. C'était ma police d'assurance secrète, un atout que je gardais en réserve, sans même savoir à quel point il deviendrait crucial. C'était le dernier conseil de Paul, murmuré à travers la sagesse de notre vieil ami notaire. Prends soin de toi, Bernadette. Et cette fois, je l'avais fait, presque par instinct. Je n'avais aucune idée du pouvoir que ce simple morceau de papier me donnerait, jusqu'à ce que tout bascule. Tout a éclaté un jeudi de mars. Je lavais la vaisselle du petit déjeuner lorsque Stéphanie est descendue, flottant presque. Elle portait son tailleur gris perle, celui qu'elle réservait aux réunions importantes, et un sourire qui illuminait tout son visage. « Je l'ai eu !» a-t-elle crié alors que Bruno la suivait, en train de nouer sa cravate. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ?» a demandé Emma depuis la table, la bouche pleine de crêpes. « Votre maman est la nouvelle directrice régionale des opérations », a annoncé Stéphanie en tournoyant. « La plus jeune de l'histoire de l'entreprise. » Bruno l'a prise dans ses bras et l'a soulevée du sol. « Je savais que tu l'aurais. Je savais que ce poste était pour toi. »
Ils étaient radieux. Un couple de pouvoir célébrant sa réussite. J'étais près de la cuisinière, en train de retourner la dernière crêpe. « Félicitations, Stéphanie », ai-je dit sincèrement. Malgré tout, je ne lui souhaitais pas de mal. Je pouvais reconnaître et respecter son ambition et son travail acharné. Elle m'a à peine jeté un regard. « Merci, belle maman », a-t-elle répondu, toujours dans les bras de Bruno. « On doit fêter ça », a déclaré mon fils. « En grand, comme ma femme le mérite. »« Le ciel de Paris », a suggéré Stéphanie, les yeux brillants. « Celui avec la vue sur la ville dont je t'ai parlé ? Tout ce que tu veux. L'argent n'est pas un problème ce soir. » Théo a levé la main comme s'il était à l'école. « Est-ce que j'y vais aussi ? » « Bien sûr, champion. » Bruno lui a ébouriffé les cheveux. « Toute la famille. » Mon cœur a raté un battement. Toute la famille. Cela m'incluait, n'est-ce pas ? J'ai posé les crêpes sur la table et j'ai essuyé mes mains sur mon tablier. « À quelle heure dois-je faire la réservation ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontractée. Stéphanie m'a regardée comme si elle venait de réaliser que j'étais encore là. Son sourire s'est légèrement figé. « Une réservation, pourquoi ?» a demandé Stéphanie, son ton passant de l'euphorie à une froideur polie en une fraction de seconde. « Pour la table, pour le dîner de famille, » ai-je répondu, sentant déjà le sol se dérober sous mes pieds. Il y a eu un silence gênant. Bruno s'est raclé la gorge, évitant mon regard. Stéphanie a échangé un regard avec lui, un de ces regards qui en disent long sans un mot. « Oh non, belle maman », a-t-elle dit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « C'est un dîner intime, tu sais, juste nous, les enfants, et ma mère qui vient de province, la famille directe. » Chaque mot était une gifle, la famille directe. J'étais donc l'indirect, l'accessoire. Les éclats de verre de mon cœur brisé semblaient résonner dans le silence de la cuisine. « Je comprends », ai-je murmuré, et je suis retournée vers la cuisinière, même s'il n'y avait plus rien à cuisiner. Je tournai le dos pour qu'il ne voît pas la douleur sur mon visage. « D'ailleurs, » a continué Stéphanie en étalant du beurre sur son toast, sa voix maintenant désinvolte, « il faut bien que quelqu'un reste à la maison, non ? On ne peut pas la laisser vide. Et puis, tu cuisines si bien. Je suis sûre que tu te prépareras quelque chose de délicieux. » C'était la touche finale, le coup de grâce. Non seulement j'étais exclue, mais on me donnait en plus le rôle de gardienne de la maison. Bruno n'a rien dit. Mon fils, le garçon que j'avais élevé, que j'avais soigné pendant la varicelle, les chagrins d'amour et les échecs universitaires, fixait silencieusement son assiette d'œufs. Son silence était une approbation tacite. Ils sont tous partis à 11h du matin. Stéphanie a changé de tenue 3 fois. Les enfants étaient excités dans leurs habits du dimanche. Bruno m'a donné un baiser rapide sur le front, un geste si automatique qu'il n'a même pas croisé mon regard. « Ne nous attends pas, maman. On va rentrer tard. » Et ils sont partis. La porte s'est refermée et la maison est tombée dans un silence si lourd que j'avais l'impression de suffoquer. J'ai erré dans la maison comme une âme en peine. J'ai traversé le salon avec ses meubles coûteux que j'avais payés, la salle à manger avec sa table en verre que je nettoyais chaque jour, la cuisine où je passais des heures à préparer des repas pour lesquels on me remerciait à peine. Tout était impeccable, tout était en ordre, et j'étais complètement, irrémédiablement seule. Pour le déjeuner, je me suis préparé une soupe instantanée, le genre qu'on vend en paquet de 3 pour 2 €. Je me suis assise à la table de la cuisine, pas dans la salle à manger. La bonne ne mange pas dans la salle à manger. L'après-midi s'est étiré, interminable. J'ai essayé de lire, de regarder la télévision, mais mon esprit revenait sans cesse à eux, à leur célébration, à leur rire. À 19h, j'ai ouvert Instagram.
Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Peut-être avais-je besoin de confirmer ce que je savais déjà. Peut-être suis-je masochiste. Et ils étaient là. La première photo, Stéphanie, radieuse dans sa robe rouge, tenant une coupe de champagne. Légende, merci à tous de m'accompagner en ce jour spécial. La deuxième photo, mes petits-enfants, avec d'énormes assiettes de crevettes et de frites. Théo avait de la sauce sur le menton. Emma faisait le signe de la victoire avec ses doigts. La troisième photo m'a brisée. La table entière. J'ai compté 9 personnes. Bruno, Stéphanie, les enfants, la mère de Stéphanie, sa sœur, son beau-frère, et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. 9 personnes célébrant, riant, trinquant. Et moi, mangeant une soupe instantanée dans une cuisine que j'avais aidé à payer. J'ai regardé les commentaires. 184 en 1 heure. Félicitations, ma reine, tu le mérites. Quelle belle famille. Personne n'a demandé où j'étais. Personne n'a remarqué qu'il manquait quelqu'un, parce que j'étais invisible depuis longtemps. J'ai fermé l'application, j'ai lavé mon bol, séché la table, puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Stéphanie. Belle maman, n'oublie pas de réchauffer les restes qui sont dans le frigo. Ne les gaspille pas. J'ai lu ces mots et quelque chose en moi est mort. Mais en même temps, quelque chose d'autre s'est éveillé. Une colère froide et lucide. J'ai ouvert le réfrigérateur. Ils étaient là. Un demi-poulet rôti de la veille, du riz de lundi, des légumes que j'avais achetés et cuisinés, des restes. C'est ce que je méritais selon eux. Leurs restes. Leur mépris enveloppé dans des mots polis. J'ai fermé le réfrigérateur, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai écrit ma réponse. D'accord. 2 mots. Rien de plus. Mais dans ces 2 mots, il y avait une décision qui prenait forme dans ma tête depuis des mois. Depuis la première fois que Stéphanie m'avait traitée comme une domestique. Depuis que Bruno avait cessé de me défendre. Depuis que j'avais compris que j'avais donné ma vie entière à une famille qui ne me considérait plus comme l'un des siens. Je suis montée dans ma chambre, j'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti la valise, celle que Paul et moi avions utilisée pour notre dernier voyage sur la côte ensemble. L'étiquette de l'hôtel était encore attachée à la poignée. Je l'ai posée sur le lit et j'ai commencé à faire mes bagages. Mais avant de plier le premier chemisier, je me suis arrêtée. Cela ne pouvait pas être un simple coup de tête, une sortie dramatique qui se terminerait par moi suppliant de revenir dans une semaine. Cela devait être final, calculé, implacable. Je me suis dirigée vers le fond du placard et j'ai déplacé les boîtes à chaussures que je n'utilisais jamais. Derrière elles, enveloppée dans un sac en plastique, se trouvait ma vieille boîte à couture, celle que ma mère m'avait offerte quand je me suis mariée. Je l'ai ouverte et j'ai sorti ce que j'y cachais depuis des mois. Tout était là, dans ce carnet à couverture rigide. Chaque euro que j'avais investi dans cette maison depuis le jour de notre emménagement. Chaque reçu, chaque preuve de paiement. 3 ans de ma vie documentés avec l'écriture tremblante d'une femme qui sentait qu'elle pourrait en avoir besoin un jour. J'ai tourné les pages lentement, revivant chaque transaction, chaque sacrifice. Août 2022. Apport pour la maison, 68 000 euros. Septembre 2022. Nouveau réfrigérateur, 1890 euros. Lave-linge et sèche-linge, 2450 euros. Octobre 2022. Ensemble de salon, parce que Stéphanie disait que celui qu'ils avaient ramené de leur appartement était trop vieux, 3200 euros. Novembre 2022. Réparation de la canalisation éclatée, 870 euros. La liste s'allongeait, page après page. Une télévision de 55 pouces pour le salon, 2200 euros. De nouveaux matelas pour les chambres, 3800 euros. La rénovation de la salle de bain principale que Stéphanie voulait désespérément, 6500 euros. Et puis, il y avait les dépenses mensuelles,
les 920 € que je versais chaque mois pour compléter la part de Bruno pour le prêt immobilier. J'ai fait un calcul rapide sur la dernière page de mon carnet. Apport, immobilier initial, 84 fonds deal 330 €. Contribution mensuelle au prêt, 36 mois à 920 €, soit 33 120 €. Réparation, amélioration et dépenses supplémentaires, 18 950 €. Total investi, 136 400 €. Presque tout ce que j'avais reçu de la vente de ma maison, tout ce que Paul et moi avions construit pendant 42 ans de mariage, investi dans une maison où l'on me traitait moins bien qu'une étrangère. Mais le plus important, ce qui me donnait un pouvoir réel, était caché au fond de la boîte à couture. J'ai plongé la main et j'ai sorti une enveloppe en papier Kraft jauni. À l'intérieur se trouvaient les actes de propriété originaux de la maison. Je les ai ouverts avec des mains tremblantes. C'était là, écrit de la main du notaire, clair comme le jour. Propriété située au 847 allée des Chênes, domaine des Hauts-Chênes. Propriétaire, Madame Bernadette Anne Leclerc, veuve de Paul-Jacques Leclerc. Mon nom. Uniquement mon nom. J'ai remis les actes dans l'enveloppe, mais je ne l'ai pas encore placé dans la valise. D'abord, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé un numéro que j'avais gardé en mémoire pendant des mois. « Allô ?» a répondu une jeune voix professionnelle. « Justine, c'est ta tante Bernadette. »« Tante Bernadette ?» Ma nièce semblait surprise. « Quelle belle surprise. Comment vas-tu ?» Justine était la fille de ma sœur cadette, une avocate spécialisée en droit de la famille. 38 ans, 2 enfants et un divorce récent qui l'avait rendue redoutable au tribunal. « J'ai besoin de ton aide, » ai-je dit. « C'est urgent. Peux-tu me voir demain matin, à la première heure ?» Il y a eu une pause. « Tante Bernadette, est-ce que ça va ? Ta voix est bizarre. » Je vais parfaitement bien. Pour la première fois depuis 3 ans, je vais parfaitement bien. Mais j'ai besoin de ton aide pour une affaire juridique concernant ma maison. Ta maison ? Je croyais que tu vivais avec Bruno et Stéphanie ? Exactement. C'est pour ça que j'appelle. J'ai entendu Justine attraper un stylo et du papier. Raconte-moi tout. Je lui ai expliqué la situation en 15 minutes. L'apport, les actes de propriété, les paiements, l'humiliation, le SMS sur les restes. Quand j'ai eu fini, Justine a laissé échapper un sifflement bas. « Tante Bernadette, tu es en train de me dire que cette maison est entièrement à ton nom et qu'ils ne le savent pas ? » C'est exact. Et tu as des preuves de tout ce que tu as investi, chaque reçu, chaque virement, tout ? Oui. Oh mon Dieu! J'ai entendu Justine taper sur son ordinateur. Tante Bernadette, c'est de l'or juridique. Tu as un dossier solide. Béton. Qu'est-ce que tu veux faire ? Tout ce que je peux. Tout ce que la loi me permet. Tu peux les expulser. Tu peux leur réclamer un loyer rétroactif. Tu peux vendre la maison. Légalement, ce sont tes locataires sans bail. Ils n'ont aucun droit sur la propriété. J'ai senti un sourire se dessiner sur mon visage. Pas un sourire heureux, un sourire de justice. Je serai à ton bureau demain à 8 heures. Je t'attendrai, tante Bernadette. Et apporte tous les papiers, les actes, les reçus, les preuves de paiement, tout. J'ai raccroché et j'ai pris une profonde inspiration. Puis, j'ai composé un autre numéro. « Allô ?» répondit une voix d'homme pâteuse de sommeil. « Maître Dubois, c'est Bernadette Leclerc. Je suis désolée d'appeler si tard. »« Madame Leclerc, que se passe-t-il ? Vous allez bien ?» Marc Dubois était notre notaire depuis 30 ans. Il avait géré le testament de Paul et les actes de cette maison. « J'ai besoin que vous examiniez des documents demain concernant la maison du domaine des Hauts-Chênes. Il s'est passé quelque chose ? Disons simplement que je vais faire valoir mes droits.
J'ai entendu Marc bouger dans son fauteuil. Bruno et sa femme vous causent des problèmes? On peut dire ça. Oh, Madame Leclerc, je vous avais prévenu de ne pas transférer la maison tant que vous n'étiez pas sûre. Je sais, mon ami. Et vous aviez raison. C'est pourquoi j'appelle. J'ai besoin de vos conseils. Mon bureau, 10 heures demain. Et apportez tout. J'y serai. J'ai raccroché et j'ai composé le dernier numéro. Celui-ci était le plus difficile. Bernadette, a répondu mon amie Hélène. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure? Hélène et moi nous connaissions depuis 40 ans. Nous étions voisines dans notre ancienne banlieue. Nos fils avaient grandi ensemble. Elle était veuve depuis 2 ans avant moi. Hélène, est-ce que la chambre que tu voulais louer est toujours disponible? Celle à l'étage? Oui. Pourquoi? Je peux emménager demain? Silence. Que s'est-il passé, mon ami? Et là, pour la première fois de la nuit, ma voix s'est brisée. Je n'en peux plus, Hélène. Je ne peux plus continuer à être invisible dans ma propre maison. Tu viens demain, a dit Hélène d'une voix ferme. Quand tu veux, je t'attendrai. J'ai raccroché le téléphone. Et là, oui, je me suis permis de pleurer. Mais je n'ai pas pleuré de tristesse. J'ai pleuré de soulagement, parce qu'après 3 ans d'humiliation, j'allais enfin récupérer ma dignité. Et eux, tous ceux qui trinquaient avec du vin cher pendant que je mangeais des restes, allaient apprendre la leçon la plus dure de leur vie. Il était 22h15. J'avais encore le temps. D'après leur story Instagram, ils en étaient au dessert, une tour au chocolat et à la framboise qui coûtait 34 € la part. J'ai estimé qu'ils seraient à la maison après minuit, peut-être 1h du matin. J'avais 3 heures, peut-être 4 s'ils continuaient à trinquer. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai vraiment commencé à faire mes valises. Mais pas tous mes vêtements, juste l'essentiel, ce qui était vraiment à moi. Parce que j'avais appris quelque chose d'important au cours de ces 3 années. Ils s'étaient habitués à l'idée que tout ce qui était à moi était aussi à eux. La couverture tissée que ma mère m'avait offerte, le chapelet en argent que Paul m'avait acheté au Mexique, mes photos de mariage, les livres que j'avais collectionnés pendant des années, ma cafetière italienne que j'avais apportée de mon ancienne maison. Chaque objet que je mettais dans la valise était un morceau de mon identité retrouvée. Mais il y avait quelque chose de plus important à emballer. J'ai ouvert le tiroir de ma commode et j'ai sorti le petit enregistreur numérique. Je l'ai connecté à mon vieil ordinateur portable et j'ai copié les fichiers sur une clé USB. Fichier 1, 15 octobre 2024. La voix de Stéphanie au téléphone avec sa sœur, c'est comme avoir une bonne gratuite. Son rire. Je me souvenais parfaitement de ce rire. Fichier 2, 23 novembre 2024. Une conversation entre Stéphanie et Bruno dans leur chambre. Ta mère devient vraiment agaçante, Bruno. J'ai tout copié sur la clé USB et j'ai enregistré une autre copie sur mon email, juste au cas où. Puis j'ai sorti autre chose du tiroir. Mon ancien téléphone, celui que j'utilisais avant que Bruno ne m'en offre un nouveau. Pour que tu puisses utiliser WhatsApp plus facilement, maman. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je n'avais jamais jeté l'ancien. Et sur ce téléphone, j'avais pris des photos. Des photos des reçus que Stéphanie jetait à la poubelle. Des captures d'écran de ses publications sur les réseaux sociaux, où elle se vantait de la maison, des meubles, des rénovations, toujours avec des hashtags comme ma ou maison, réussite, personnel. Jamais, notre maison, jamais, merci, la famille. J'ai copié toutes les photos sur la même clé USB. Il était presque 23 heures. Instagram montrait qu'ils étaient toujours au restaurant. Maintenant, ils prenaient du café et du cognac. J'avais encore du temps. Je suis descendue en silence. La maison était faiblement éclairée.
Seule la lumière du couloir était allumée. J'ai traversé le salon. Je me suis arrêtée devant chaque meuble que j'avais acheté. Le canapé 3 places, 3200 €. La table basse en verre, 850 €. La bibliothèque en bois où Stéphanie mettait ses plantes décoratives, 1200 €. Mais je n'allais rien emporter de tout ça. Ce n'était pas mon style, de toute façon. Je n'allais pas vider la maison comme une voleuse dans la nuit. J'allais seulement prendre ce qui était indiscutablement mien. Mes vêtements, mes souvenirs, ma dignité et les actes de propriété. Je suis remontée et j'ai fini de fermer la valise. Elle était assez lourde, mais je pouvais la gérer. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai sorti une feuille de papier et un stylo. Je devais leur laisser quelque chose. Je ne pouvais pas simplement disparaître sans un mot. Mais je n'allais pas leur donner la satisfaction de me voir supplier ou m'expliquer. J'ai écrit d'une écriture claire. Bruno, pendant 3 ans, j'ai vécu dans cette maison comme une domestique invisible. J'ai cuisiné, nettoyé, pris soin de tes enfants, payé des factures et avalé des humiliations en silence. Ce soir, pendant que vous célébriez la promotion de Stéphanie et que tu m'envoyais un SMS pour que je réchauffe les restes, j'ai pris une décision. Je ne serai plus le fantôme de cette famille. Tu trouveras des documents sur ta table de chevet. Lis-les attentivement. Nous nous verrons bientôt, avec des avocats. Je t'ai aimé toute ma vie, mais l'amour ne signifie pas te laisser me marcher dessus. Maman. J'ai plié la lettre et je l'ai placée sur son oreiller, de son côté du lit. Puis, j'ai sorti l'enveloppe en papier craft avec les actes de propriété. À l'intérieur, j'ai placé un post-it jaune. Cette maison est à mon nom. Elle l'a toujours été. Et j'ai la preuve de chaque euro que j'y ai investi. 136 400 €, pour être exact. Rendez-vous chez le notaire. J'ai laissé l'enveloppe sur la table de chevet de Bruno, bien en vue. J'ai vérifié mon téléphone, 23h28. La dernière story Instagram montrait qu'il demandait l'addition. Il était temps de partir. J'ai descendu la valise avec précaution. Mes jambes de 68 ans protestaient, mais elles ont tenu bon. Je me suis arrêtée à la porte d'entrée et j'ai jeté un dernier regard à cette maison que j'avais aidé à construire, au sol que j'avais lavé 1000 fois, au mur que j'avais peint quand nous avons emménagé, à la cuisine où j'avais préparé des milliers de repas que personne n'appréciait. Je n'ai pas ressenti de tristesse. J'ai ressenti de la liberté. J'ai verrouillé la porte. Et pour la première fois en 3 ans, je n'ai pas laissé la clé sur la serrure à l'intérieur. Je l'ai emportée avec moi. Après tout, c'était ma maison. J'ai appelé un Uber depuis le coin de la rue. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années, m'a aidé avec la valise. « Long voyage, madame ?» a-t-il demandé alors que nous nous éloignions. J'ai regardé par la fenêtre la maison qui s'éloignait dans l'obscurité. « Non, » ai-je répondu. « C'est un voyage de retour. Un retour à moi-même. » Alors que la voiture traversait les rues vides du domaine des Hauts-Chênes, j'ai imaginé la scène à venir. Bruno et Stéphanie, les enfants, entrant tous dans la maison, les joues rouges de vin et de rire, allumant les lumières, m'appelant, trouvant le silence, montant les escaliers, confus, ouvrant la porte de ma chambre, vide, entrant dans leur chambre, voyant l'enveloppe, lisant la lettre et comprenant tout. J'ai souri dans l'obscurité de la voiture. Ce soir, ils rentreraient en riant dans une maison qu'ils croyaient leur, et je dormirais paisiblement pour la première fois en 3 ans chez mon amie Hélène, sachant que j'avais enfin retrouvé ma voie. Demain, la guerre juridique commencerait. Mais ce soir était juste pour moi, pour célébrer que la bonne invisible s'était enfin réveillée. Et elle avait des dents. Je n'étais pas là quand ils sont rentrés cette nuit-là. Mais Théo m'a tout raconté 3 jours plus tard, quand il est venu me chercher chez Hélène, les larmes coulant sur son petit visage.
Laissez-moi reconstituer cette nuit telle que mon petit-fils me l'a décrite. Sa voix se brisant à chaque mot. Il était 1h23 du matin, lorsque la voiture de Bruno est entrée dans l'allée du domaine des Hauts-Chênes. Le gardien de sécurité les a laissés passer avec un salut amical. Selon le gardien, qui est devenu plus tard un allié inattendu, il riait fort, la musique à fond. Stéphanie était appuyée sur l'épaule de Bruno. Elle avait bu 3 verres de vin rouge, 2 de champagne et un shot de tequila avec lequel ils avaient porté un dernier toast à son succès. Bruno n'était pas tout à fait sobre non plus. Les enfants dormaient à l'arrière. La tête de Théo ballottait contre la fenêtre. Emma serrait sa licorne en peluche préférée. Ils ont garé la voiture. Stéphanie a failli trébucher en sortant, riant de son équilibre précaire et de ses talons de 10 centimètres. Bruno l'a rattrapée par la taille, l'embrassant dans le cou. « Directrice régionale », a-t-il murmuré. « Ma femme, la directrice. » Ils ont monté les marches du Porsche. Bruno a cherché les clés dans sa poche, chancelant légèrement. « Chut !» a dit Stéphanie entre deux rires. « Ne réveille pas ta mère. »« Laisse-la dormir », a répondu Bruno. « Elle le mérite après avoir gardé la maison toute la soirée. » Ils ont ouvert la porte. Tout était sombre, juste la lumière du couloir de l'étage allumée, comme je la laissais toujours, pour qu'il ne trébuche pas en rentrant tard. « Maman !» a appelé Bruno en entrant. Sa voix était pâteuse. Silence. Stéphanie a allumé la lumière du salon, et c'est là qu'ils l'ont vue. Le salon était différent. Pas vide, mais différent. Le tapis persan que j'avais apporté de mon ancienne maison, celui que ma mère avait acheté lors d'un voyage il y a 50 ans, avait disparu. Les coussins brodés sur le canapé, que j'avais fait moi-même, avaient disparu. Les tableaux sur les murs, mes tableaux, des paysages de la côte que Paul m'avait offerts pour nos anniversaires, avaient disparu. Quoi ? Stéphanie a froncé les sourcils. Ta mère a déplacé des choses ? Bruno est allé à la cuisine. Il a allumé la lumière. La cafetière italienne avait disparu. Les tasses en céramique que je collectionnais avaient disparu aussi. Le tablier qui était toujours accroché au crochet à côté du frigo avait disparu. « Maman !» a-t-il appelé plus fort. « Où es-tu » Ils sont montés à l'étage. Théo m'a dit que c'est à ce moment-là que l'alcool a commencé à se dissiper. La porte de ma chambre était entr'ouverte. Bruno l'a poussée. Il a allumé la lumière. Le lit était fait, parfaitement fait comme je le laissais toujours, mais vide. Le placard était ouvert, vide de mes vêtements. Seuls les cintres restaient. La table de chevet sans mes livres, mes lunettes, mon chapelet. Comme si je n'avais jamais existé dans cette pièce. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a marmonné Stéphanie derrière lui. Bruno a couru à la salle de bain. Ma brosse à dents, ma crème pour le visage, mon peigne, mon parfum bon marché à la rose, tout avait disparu. Il est retourné dans la chambre et c'est là qu'il l'a vue. Sur son oreiller, une lettre pliée. Il l'a saisie avec des mains tremblantes. Il l'a dépliée. Stéphanie lisait par-dessus son épaule. Théo m'a dit que le visage de son père avait changé en lisant. De la confusion à l'incrédulité. De l'incrédulité à l'horreur. « Qu'est-ce que ça dit ?» a demandé Stéphanie, sa voix maintenant aiguë d'anxiété. « Elle est partie ? Ta mère est partie ?» Mais Bruno ne répondait pas. Il avait vu l'enveloppe en papier craft sur sa table de chevet. Il l'a ouverte avec des doigts maladroits. Il a sorti les actes de propriété de la maison et il a lu le nom écrit là, d'une écriture officielle de notaire. « Non », a-t-il murmuré. « Non, non, non. Qu'est-ce que c'est ?» Stéphanie lui a arraché les papiers des mains. Ses yeux ont parcouru le document 1 fois, 2 fois, puis elle est devenue blême. Ça ne peut pas être vrai.
La maison est à son nom, a dit Bruno d'une voix creuse. Toute la maison. Elle a toujours été à son nom. Mais tu as payé l'apport? Tu me l'as dit? Elle a payé l'apport. Elle a vendu sa maison. 68 000 €. Je n'avais rien. Tout venait d'elle. Stéphanie a pris le post-it jaune qui était attaché aux actes. 136 400 € pour être exact. A-t-elle lu à voix haute, sa voix à peine un murmure. 136 400 €, a répété Bruno, l'incrédulité colorant sa voix. Tu es en train de me dire que ta mère a investi plus de 100 000 € dans cette maison et qu'on n'a jamais fait le transfert? La voix de Stéphanie montait à chaque mot. Oh mon Dieu, Stéphanie, nous n'avons jamais transféré la propriété. Le silence qui a suivi était assourdissant. Théo m'a dit qu'il s'était réveillé à cause des cris. Il est descendu en se frottant les yeux et a trouvé ses parents dans le salon. Sa mère criait. Son père avait la tête dans les mains. Ça ne peut pas arriver. Stéphanie arpentait la pièce comme un animal en cage. Nous vivons ici depuis 3 ans. 3 ans. C'est ma maison. C'est sa maison, a dit Bruno d'une voix morte. Légalement, ça a toujours été sa maison. Alors tu exiges qu'elle te la donne? C'est ta mère. Elle a une obligation. Une obligation? Bruno a levé la tête. Ses yeux étaient rouges. Comme l'obligation que nous avions de la traiter avec respect, de ne pas l'exclure du dîner de ce soir? Stéphanie est restée sans voix. Nous l'avons laissée seule, a continué Bruno, sa voix se brisant. Dans sa propre maison. Nous l'avons laissée manger des restes pendant que nous dépensions 300 € en vin. Bruno, tu ne peux pas être sérieux. Ton SMS, l'a-t-il coupé. Ce fichu SMS sur le fait de réchauffer les restes du frigo. La bouche de Stéphanie s'est ouverte. Elle s'est refermée. Elle est devenue encore plus pâle. Ce n'était pas avec de mauvaises intentions. C'était juste... C'était juste quoi? Une blague? Humiliant? Drôle pour toi? Pour la première fois en 3 ans, mon fils a défendu mon honneur. Mais il était trop tard. Théo pleurait dans les escaliers, écoutant tout. Emma s'est réveillée et a commencé à m'appeler. Où est mamie? Je veux ma mamie. Bruno a composé mon numéro 1 fois, 2 fois, 5, 10 fois. J'avais mis son contact en silencieux. Il a envoyé des SMS. Maman, s'il te plaît, réponds-moi. Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Maman, on peut arranger ça? S'il te plaît, maman, ne fais pas ça. Aucun d'eux n'a reçu de réponse, parce qu'à ce moment-là, j'étais chez Hélène, buvant une tisane à la camomille avec du miel, enveloppée dans une couverture propre qui sentait l'adoucissant, dormant du sommeil le plus profond et le plus paisible que j'avais eu en 3 ans. Stéphanie a tenté une dernière carte cette nuit-là. Appelons un avocat demain. Je suis sûre qu'on peut contester ces actes. Nous vivons ici depuis 3 ans. Ça nous donne des droits. Possession de bonne foi ou quelque chose comme ça. Bruno l'a regardé avec un mélange de dégoût et de déception. Tu ne comprends toujours pas. Elle a tout documenté. Chaque euro, chaque reçu. Et pire. Il a passé ses mains sur son visage. Elle a raison. Nous l'avons traitée comme une moins que rien. Je t'ai laissé la traiter comme une moins que rien. Il s'est levé et est allé dans la chambre des enfants. Théo m'a dit que son père l'avait serré dans ses bras cette nuit-là et avait pleuré. Il a pleuré comme Théo ne l'avait pas vu pleurer depuis la mort de grand-père Paul. J'ai tout gâché, a-t-il dit à son fils de 9 ans. J'ai perdu mamie parce que j'ai été un idiot. Cette nuit-là, personne n'a bien dormi dans la maison qu'il croyait leur, la maison qui avait toujours été la mienne. Et pendant qu'ils erraient dans les pièces, vides de mes affaires, essayant de comprendre comment tout s'était effondré en une nuit, moi, je dormais en paix. Parce que parfois,
le silence est l'arme la plus puissante, et parfois, disparaître est le seul moyen d'être enfin vu. Je me suis réveillée à 7 heures du matin chez Hélène. La lumière naturelle filtrait par la fenêtre. Les oiseaux chantaient dehors. L'odeur du café frais montait de la cuisine. Cela faisait 3 ans que je ne m'étais pas réveillée sans un nœud à l'estomac. Je me suis étirée dans le lit. Personne ne m'attendait en bas pour exiger son petit déjeuner. Personne ne vérifierait si j'avais bien nettoyé la salle de bain. Personne ne me donnerait d'ordre déguisé en suggestion. J'étais libre. Mon téléphone avait 32 notifications, 23 appels manqués de Bruno, 15 messages WhatsApp, 4 de Stéphanie, 2 de numéros inconnus qui étaient probablement des parents indiscrets qui avaient déjà entendu parler du scandale. Je n'en ai ouvert aucun. Au lieu de cela, j'ai ouvert Facebook, le réseau social que je n'utilisais presque jamais, rempli de vieux contacts, d'amis de mon club de lecture, de voisins de mon ancienne banlieue, de cousins éloignés. 437 amis qui voyaient à peine mes publications parce que je ne publiais jamais rien. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai tapé avec des doigts tremblants. Après 3 ans à prendre soin d'une famille qui m'a rendue invisible, j'ai appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. J'ai cliqué sur « Publier » et j'ai fermé l'application. Je suis descendue pour le petit déjeuner. Hélène m'attendait avec des tartines, des fruits frais et du café à la cannelle, mon petit déjeuner préféré. « Comment as-tu dormi ?» a-t-elle demandé. « Comme je n'ai pas dormi depuis des années. » Et maintenant, quelle est la suite ? Maintenant, c'est la partie juridique. À 8 heures précises, j'étais au bureau de Justine. Ma nièce m'a accueillie avec une forte étreinte et une tasse de café. « Tante Bernadette, tu es une légende. Je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à ton cas. » « Tu as tout apporté ?» J'ai sorti de mon sac l'enveloppe avec les actes, le carnet avec les reçus, la clé USB avec les enregistrements et les photos. Justine a tout étalé sur son bureau. « C'est parfait. Tu as une documentation impeccable. » Elle a examiné chaque papier avec des yeux brillants. Acte à ton nom, preuve de paiement, virement bancaire, même des enregistrements. Elle a branché la clé USB sur son ordinateur et a écouté quelques extraits. Son expression est passée de professionnelle à indignée. « Tante Bernadette, avec ça, on peut faire tout ce que tu veux. Expulsion immédiate, recouvrement de loyers impayés, indemnisation pour préjudice moral. Dis-moi ce dont tu as besoin et nous le ferons. » « J'ai besoin, » ai-je dit lentement, « qu'ils comprennent ce qu'ils ont perdu, qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti, et qu'ils apprennent que l'amour n'est pas gratuit quand on le confond avec la servitude. » Justine a hoché la tête. « Alors nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront pas. Nous avons passé 3 heures à planifier la stratégie. Lettre d'avocat, citation à comparaître, expertise immobilière, calcul de loyer impayé basé sur la valeur locative du quartier. À 11 heures, Justine a envoyé le premier document officiel, une convocation légale par email et par courrier recommandé. Madame Bernadette Anne Leclerc, propriétaire légale du bien situé au 847 Allée des Chênes, requiert la présence de Monsieur Bruno Paul Leclerc et de Madame Stéphanie Marie Leclerc au bureau du notaire maître Marc Dubois le lundi 18 mars à 10 heures pour résoudre les questions de propriété et d'occupation. La présence est obligatoire. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Finalement, à midi, j'ai vérifié les messages de Bruno. « Maman, s'il te plaît, nous devons parler. C'est un malentendu. Je ne savais pas que la maison était à ton nom. Les enfants te réclament. Théo pleure. » De Stéphanie. « Belle maman, je pense que tout cela prend des proportions démesurées. Si vous avez été dérangé par le message d'hier soir, je m'excuse, c'était un malentendu. Ne pouvons-nous pas parler comme des adultes civilisés ?
J'ai remarqué le changement de ton, mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert Facebook. Ma publication avait 243 réactions, 189 commentaires. J'ai commencé à les lire. Bernadette, je ne savais pas que tu traversais ça. Je suis contente que tu aies trouvé ta voie. De Rosa, mon ancienne voisine. Ma mère a vécu quelque chose de similaire. J'aurais aimé qu'elle ait eu ton courage. D'une cousine. Commentaire après commentaire, des femmes partageaient leurs propres histoires. Ma petite publication était devenue un refuge pour les voix réduites au silence. À 15 heures, ma sœur a appelé. « Bernadette, que se passe-t-il » Bruno m'a appelé en pleurant. Il dit que tu as quitté la maison. J'ai quitté ma maison, ai-je corrigé, où je vivais comme une domestique. Mais c'est ton fils. C'est la famille. La famille n'humilie pas, Suzanne. La famille ne te fait pas sentir invisible. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Ils ont fait ça? Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, ma sœur pleurait. Pardonne-moi, a-t-elle dit. Je pensais que tu étais heureuse là-bas. Tout le monde le pensait parce que je souriais et que je ne me plaignais pas. Mais sourire ne veut pas dire qu'on est heureux. À 19 heures, le téléphone d'Hélène a sonné. C'était une voisine du domaine des Hauts-Chênes. Madame Leclerc, je voulais juste vous dire que tout le monde ici sait ce qui s'est passé. Et vous avez entièrement raison. Je vous voyais tous les jours sortir les poubelles, laver leur voiture, et ils ne vous remerciaient même jamais. Comment l'ont-ils su? Ai-je demandé, surprise. Stéphanie est allée au magasin cet après-midi, les yeux gonflés de larmes. Quand Madame Carmela lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a explosé. Elle vous a blâmé pour tout, disant que vous étiez ingrate, que vous les mettiez à la rue. Et qu'ont dit les voisines? La femme a ri. Madame Carmela lui a dit que vous étiez la propriétaire et que vous aviez le droit de partir, qu'elle aurait fait la même chose. Stéphanie est rentrée chez elle en courant. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai de nouveau consulté Facebook. Ma publication avec 420 réactions, 352 commentaires et 23 messages privés de femmes me racontant leurs histoires. L'une d'elles a écrit « Bernadette, merci d'avoir parlé. Vous m'avez donné le courage de quitter la maison de ma fille. Je cherche un appartement demain. » Mon histoire, ma douleur, mon silence brisé donnaient à d'autres femmes la force de trouver leur voie. Et cela, plus que n'importe quelle maison ou acte de propriété, remplissait mon cœur. Bruno m'a envoyé un SMS à 23 heures. « Maman, nous avons reçu la convocation de l'avocate. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes une famille. » Pour la première fois en 48 heures, j'ai répondu. « La famille, c'est ce que tu construis avec le respect, mon fils, pas avec le sang et les obligations. On se voit lundi chez le notaire. » Et j'ai éteint mon téléphone. La tempête ne faisait que commencer. Et moi, pour la première fois depuis des années, j'étais l'éclair. Le dimanche a été la journée la plus longue de ma vie. Bruno s'est présenté chez Hélène à 9 heures du matin. Il a sonné avec insistance jusqu'à ce que mon ami ouvre la porte. « Vous ne pouvez pas la voir » a dit Hélène fermement, bloquant l'entrée. « C'est ma mère, madame. S'il vous plaît. » C'est une femme qui se repose enfin après 3 ans d'exploitation et je ne vais pas vous laisser la déranger. Mais j'ai entendu les voix d'en haut. Je suis descendue lentement. Bruno avait l'air terrible, des cernes profonds, pas rasés, la même chemise froissée que vendredi. Il avait vieilli de 10 ans en 2 jours. « Maman. » Sa voix s'est brisée quand il m'a vue. « Bruno, s'il te plaît. » « Nous devons parler. » Hélène m'a regardée. J'ai hoché la tête. « C'est bon, laisse-le entrer. »
Nous nous sommes assis dans le petit salon d'Hélène. Elle est restée à proximité, une gardienne silencieuse. « Je ne savais pas que la maison était à ton nom, » a-t-il commencé. « Je sais. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Cette question. Je lui ai rappelé les premiers mois, mes tentatives de l'amener chez le notaire, ses reports constants. Puis tu as cessé de répondre et j'ai cessé de demander, parce qu'une partie de moi savait que j'aurais besoin de cette protection. Une protection contre moi, ton propre fils? Contre la situation. Ai-je corrigé? De devenir ce que je suis devenue, une domestique dans ma propre maison. Brian a couvert son visage de ses mains. Je lui ai parlé des finances, de ma pension, des 680 € qui me restaient chaque mois pour vivre. Il est devenu blême. Je ne savais pas. Tu ne le savais pas parce que tu n'as jamais demandé? Je me suis levée et j'ai posé le carnet à couverture rigide sur la table basse. Ouvre-le. Avec des mains tremblantes, Bruno a commencé à lire. Page après page de reçus, de preuves de virements, de notes de ma main. Son visage se décomposait à chaque page. Plus de 130 000 €, a-t-il murmuré. Et cela ne compte pas, ai-je ajouté froidement. Les 3 repas par jour, le ménage, la garde des enfants, la lessive. Si nous mettons un prix sur tout ce travail, cela représente environ 40 000 € de plus. Brian a fermé le carnet. Il tremblait. Je n'ai pas 130 000 € à te rembourser. Je n'ai même pas 20 000 € d'économie. Je le sais aussi. Alors, que veux-tu? La maison? Tu vas nous mettre à la rue? Et voilà, la question à 1 million. J'ai pris une profonde inspiration. Je veux, dis-je lentement, que tu comprennes ce que tu as perdu. Ce n'était pas seulement une maison, ce n'était pas seulement des meubles ou de l'argent. Tu as perdu ta mère. Tu m'as perdu. Je ne t'ai pas perdu. Tu es juste ici. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Si mon dos me faisait mal à force de nettoyer? Si ton père me manquait? Si je me sentais seule? Silence. Je suis devenue un service, Bruno, pas ta mère, et tu as laissé faire. Je suis désolée, a-t-il sangloté. Je suis tellement, tellement désolée. Je sais, mais les excuses ne me rendent pas 3 ans de ma vie. Elles ne me rendent pas ma dignité. J'ai alors sorti la clé USB de ma poche et je l'ai posée sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé, essuyant ses larmes. « Écoute-la quand tu rentreras à la maison. Mais fais-le seul. Stéphanie ne doit pas être là. » Pourquoi? Parce que si vous l'écoutez ensemble, vous finirez par divorcer ce soir. Et même si ta femme a rendu ma vie impossible, tes enfants ne méritent pas un foyer brisé. Bruno a pris la clé USB comme si c'était une bombe. « Maman, qu'y a-t-il dessus ?» La vérité. 17 enregistrements de conversation où Stéphanie parle de moi quand elle pense que je n'écoute pas. Où elle prévoit comment se débarrasser de moi. Où elle se moque de moi avec ses amis. J'ai vu son visage s'effondrer. Écoute-la, entièrement. Et ensuite, tu décideras si tu veux que nous nous rencontrions chez le notaire demain, avec ta femme présente, ou si tu préfères que nous parlions juste tous les deux d'abord. Il est parti sans un autre mot. Cet après-midi-là, Théo est venu seul chez Hélène. Il a sonné, et quand j'ai ouvert, il s'est jeté dans mes bras en pleurant. « Mamie, tu me manques tellement. » Je l'ai serré fort. « Tu me manques aussi, mon amour. Pourquoi es-tu parti? » Je me suis agenouillée à sa hauteur. Parce que parfois, quand quelqu'un te traite mal pendant longtemps, tu dois t'éloigner pour leur rappeler que tu es importante. Nous avons passé 2 heures ensemble. Nous avons mangé des biscuits, je lui ai lu une histoire. Quand Bruno est venu le chercher, son visage était dévasté. Tu l'as écouté?
ai-je demandé depuis le seuil. Il a hoché la tête sans parler. Entièrement? Il a de nouveau hoché la tête. Alors, on se voit demain. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, car je savais que le lendemain définirait tout. Le lundi, à 9h30, je suis arrivée au bureau de maître Marc Dubois. Justine m'accompagnait, son porte-documents en cuir plein de dossiers. Elle ressemblait à une avocate de cinéma. « Prête, tante Bernadette ?» m'a-t-elle demandé. « Prête. » Marc nous a accueillis dans son bureau au haut plafond et aux meubles en acajou. « Madame Leclerc », m'a-t-il salué avec une étreinte paternelle. Je suis tellement désolée que les choses en soient arrivées là. Moi aussi, mon ami. À 9h52, la porte s'est ouverte. Bruno est entré le premier, l'air d'aller à un enterrement. Derrière lui, Stéphanie. Mais ce n'était pas la Stéphanie arrogante que je connaissais. Elle portait une robe bleu marine conservatrice, peu de maquillage, les cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à une enfant réprimandée. Elle m'a vue et a immédiatement détourné le regard. Ils se sont assis de l'autre côté de la table. « Bien », a commencé Marc. « Nous sommes ici pour résoudre une situation de propriété. Madame Bernadette Anne Leclerc est la propriétaire légale du bien situé au... » « Nous savons, » a interrompu Stéphanie. Sa voix était tendue. « Nous savons déjà tout. » Justine a haussé un sourcil. « Ah oui? Savez-vous que ma cliente a investi 136 400 € dans cette propriété? » Oui. Et que vous vivez techniquement sans bail depuis 3 ans? Oui. Et que ma cliente a le droit légal de demander une expulsion immédiate, de percevoir un loyer rétroactif et de poursuivre pour préjudice moral? À cela, Stéphanie a levé les yeux, brillants de larmes non versées. Oui, nous savons tout. Le silence qui a suivi était épais. Bruno s'est raclé la gorge. Maman, j'ai écouté les enregistrements. Tous. Sa voix s'est brisée. Tous les 17. Cela m'a pris 4 heures et chacun m'a détruit un peu plus. Stéphanie a fermé les yeux. Je ne savais pas, a continué Bruno, me regardant droit dans les yeux. Les choses que Stéphanie disait sur toi dans ton dos. Bruno? A marmonné Stéphanie. Non, l'a-t-il coupé avec une dureté que je ne lui avais jamais entendue. Tu ne vas pas minimiser ça. Pas maintenant. Il s'est retourné vers moi. Maman, j'ai entendu comment elle parlait de toi avec ses amis. Comment elle se moquait de toi. Comment elle prévoyait. Il s'est passé les mains sur le visage. Comment elle prévoyait de me convaincre de t'envoyer dans une maison de retraite quand tu ne serais plus utile. Stéphanie a sangloté. Non, je ne le pensais pas. C'était juste... c'était de la frustration. Tu ne le pensais pas? La voix de Bruno a monté. Il y a un enregistrement d'octobre où tu dis à ta sœur, et je cite, « Dès que la vieille tombera malade ou commencera avec la démence, on l'enverra dans une maison de retraite bon marché et on gardera toute la maison. » Tu ne le pensais pas non plus? Le visage de Stéphanie s'est décomposé. Justine, sentant le sang, a sorti son ordinateur portable. Souhaitez-vous écouter les enregistrements ici, en présence du notaire? J'ai des copies certifiées conformes. Non, a dit rapidement Stéphanie. Ce n'est pas nécessaire. Oh, je pense que si, a dit Justine avec un sourire de requin. Parce que ma cliente n'a pas seulement des enregistrements, elle a aussi des témoignages de voisins sur le traitement qu'elle a reçu, des photographies de messages humiliants et un dossier détaillé d'abus psychologiques et d'exploitation financière. Stéphanie est devenue complètement blême. Exploitation financière, a répété Justine, est un crime, surtout quand il s'agit de personnes âgées. Nous pourrions non seulement gagner la maison, Madame Leclerc,
Nous pourrions porter cette affaire au pénal. Non. Stéphanie s'est levée brusquement. S'il vous plaît, ce n'est pas nécessaire. Je ferai tout ce qu'il faut. Assieds-toi, a ordonné Bruno. Stéphanie s'est effondrée sur sa chaise, tremblante. Marc, qui avait tout observé en silence, a parlé d'une voix grave. Madame Stéphanie, je connais Madame Bernadette depuis 30 ans. C'est une femme d'honneur, et vous, pardonnez ma franchise, l'avez traitée comme de la saleté. Stéphanie a enfoui son visage dans ses mains. Je sais, gémit-elle. Je sais, et je suis désolée. Je suis tellement désolée. Tu es désolée ? Ai-je finalement demandé. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. Es-tu désolée de m'avoir humiliée, ou es-tu désolée de t'être fait prendre ? Elle a levé les yeux. Le mascara coulait sur ses joues. Je suis désolée pour les deux. Je suis désolée d'avoir été cruelle. Je suis désolée de t'avoir traitée comme une servante. Et je suis désolée d'avoir été exposée comme ça, parce que ça m'a forcée à voir le monstre que je suis devenue. Cela m'a surprise. Je m'attendais à des excuses, des justifications, pas à une autocritique. J'ai grandi dans la pauvreté, Madame Leclerc, très pauvre. Ma mère a travaillé comme femme de ménage toute sa vie. Et quand j'ai réussi à sortir de cette pauvreté, quand j'ai eu ma carrière et ma position, je pense que je suis devenue exactement ce que je détestais le plus. Les employeurs qui traitaient mal ma mère. Sa voix s'est complètement brisée. Et le pire, c'est que je l'ai fait à vous, à la femme qui nous a aidés à avoir une maison, qui a pris soin de mes enfants. J'ai été la pire version de moi-même avec vous. Bruno la regardait avec un mélange de douleur et de déception. Pourquoi ? A-t-il demandé. Pourquoi l'as-tu traité comme ça si tu savais ce que ta propre mère ressentait ? Parce que j'avais peur, a admis Stéphanie entre deux sanglots. Peur que les enfants vous aiment plus. Peur que Bruno voie que vous étiez une meilleure mère, une meilleure cuisinière, meilleure en tout. Peur d'être vue comme la belle-fille inutile qui a besoin de sa belle-mère pour faire tourner sa maison. Elle a fermé les yeux. Alors, je vous ai maltraité pour me sentir supérieure. Mais ce n'était pas ma maison. C'était votre maison. Et j'ai été si stupide, si aveugle, si cruelle, que je ne l'ai pas vue avant que vous ne partiez. Justine m'a regardée, attendant mon signal. Je savais qu'elle voulait détruire Stéphanie légalement. Mais quelque chose dans l'aveu de Stéphanie, dans sa voix brisée, m'a fait faire une pause. Ta mère sait-elle comment tu m'as traitée ? Ai-je demandé. Stéphanie a secoué la tête. Si elle l'apprenait, elle me renierait. Elle adore les grands-mères. Conseil avisé, ai-je dit froidement. Dommage que tu ne l'aies pas écouté. Je sais. Marc a tapoté ses doigts sur son bureau. Bien, nous devons résoudre la situation pratique. Madame Bernadette a 3 options légales. Justine a étalé des documents sur la table. Option 1, expulsion immédiate. Vous avez 30 jours pour quitter la propriété. Stéphanie a pâli. Option 2, rachat complet. Vous payez à Madame Leclerc 136 400 € dans un délai n'excédant pas 90 jours. L'acte est transféré. Bruno a secoué la tête. Nous n'avons pas cet argent. Option 3, a dit Justine en me regardant. C'était mon idée. Division de la propriété et accord de cohabitation. Qu'est-ce que ça veut dire ? A demandé Bruno. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Cela signifie que nous divisons légalement la maison. J'obtiens 60% de la propriété. Vous obtenez 40% enregistré chez le notaire avec toute la force légale. Mais Stéphanie a froncé les sourcils, confuse. 60-40 ? Ça veut dire que la maison sera toujours plus à mon nom qu'au vôtre.
Mais vous aurez quelque chose. Vous ne serez pas à la rue. Et où vivrais-tu? A demandé Bruno. Je ne retourne pas dans cette maison, ai-je dit fermement. Mais mes 60% viennent avec des conditions. Justine a déplié un autre document. Madame Leclerc louera son pourcentage de la maison à une famille qu'elle sélectionnera personnellement. Des locataires qui vivront dans la maison avec vous. Vous partagerez les espaces communs. Ils paieront un loyer mensuel de 850 € qui ira directement à Madame Leclerc. Les yeux de Stéphanie se sont écarquillés. Vous voulez que nous vivions avec des étrangers? Je veux que vous appreniez ce que l'on ressent à partager son espace avec quelqu'un que l'on n'a pas choisi, ai-je répondu. Je veux que vous compreniez l'inconfort, le manque d'intimité. Bruno a compris immédiatement. Comme tu te sentais avec nous? Exactement. Et l'autre condition? A-t-il demandé. Thérapie familiale, ai-je dit. Bruno, toi et moi irons en thérapie 1 fois par semaine pendant 6 mois. Je paierai les 10 premières séances, tu paieras le reste. Sans Stéphanie, juste nous deux. Mon fils avait les larmes aux yeux. Tu ferais ça après tout? Tu voudrais encore réparer notre relation? Tu es mon fils, ai-je dit, la voix tremblante. Tu as fait de terribles erreurs. Tu m'as manqué de respect, mais tu es mon fils, et je ne vais pas renoncer à toi sans essayer. Bruno s'est levé, a contourné la table et s'est agenouillé devant moi. Pardonne-moi, maman. S'il te plaît, pardonne-moi. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai pleuré avec lui. Stéphanie regardait depuis sa chaise, détruite. Et moi? A-t-elle demandé d'une petite voix. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour mériter ton pardon? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu peux commencer par bien traiter les locataires que je vais mettre dans ta maison. Tu peux commencer par valoriser ce que tu as. Et tu peux commencer par enseigner à mes petits-enfants que le respect n'est pas une option. Elle a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je le ferai. Je te le promets. Marc a préparé les documents. Division de la propriété 60-40. Contrat de location pour ma part. Clause de protection. Tout était légal. Tout était scellé. Quand nous avons quitté ce bureau 2 heures plus tard, j'étais libre. Et eux, ils avaient une leçon qui durerait des années. Parce que parfois, la justice n'est pas la destruction. Parfois, c'est de vous faire vivre avec les conséquences de vos actes, chaque jour. 2 semaines après cette réunion chez le notaire, j'étais assise dans un café du centre-ville avec Rebecca Thompson, une institutrice veuve de 52 ans. Elle avait 2 enfants, Jason, 14 ans, et Sophia, 11 ans. Elle cherchait un logement depuis 3 ans, après que son mari soit décédé dans un accident de voiture et qu'elle ait dû vendre leur appartement pour payer les dettes médicales. « Madame Leclerc, dit Rebecca avec des yeux pleins d'espoir, êtes-vous sûre de vouloir nous louer une partie de votre maison? Avec 2 adolescents, nous faisons beaucoup de bruit. J'en suis tout à fait sûre, ai-je répondu. Et appelez-moi Bernadette, s'il vous plaît. Je lui ai expliqué la situation, sans rien omettre. Rebecca devait savoir dans quoi elle s'engageait. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Donc, a-t-elle dit finalement, vous voulez que ma famille et moi soyons votre leçon vivante pour votre fils et votre belle-fille? Je veux, ai-je corrigé, que vous ayez un logement décent et, oui, que mes proches apprennent un peu d'empathie au passage. Rebecca a souri. Ça me semble juste. Quand pouvons-nous emménager? 1 semaine plus tard, le 1er avril, le camion de déménagement est arrivé au 847 Allée des Chênes. J'y suis allée pour superviser. C'était mon droit en tant que copropriétaire. Stéphanie a ouvert la porte. Quand elle m'a vue, son visage est passé par 10 émotions différentes, mais elle a forcé un sourire. Belle maman, entrez. Bernadette,
ai-je corrigé. Appelle-moi Bernadette. Bernadette, a-t-elle répété en déglutissant. Derrière moi se trouvaient Rebecca, Jason et Sophia. Bruno est apparu de la cuisine. Il avait l'air mieux que chez le notaire, mais il portait toujours la culpabilité dans ses yeux. Il a salué Rebecca poliment. « On n'a pas eu le choix », a marmonné Stéphanie si bas que c'était presque inaudible. J'ai levé un sourcil dans sa direction. Elle a baissé les yeux. « Je suis désolée, c'était un commentaire inutile. Bienvenue dans la maison. » J'ai fait visiter les pièces qui leur étaient assignées. Une grande chambre pour Rebecca, une plus petite pour Jason, et Sophia partagerait avec Emma, à la demande expresse des filles. La cuisine, le salon et la salle à manger seraient des espaces partagés. Ce premier soir, Rebecca a préparé le dîner. Des enchiladas au poulet. L'odeur a rempli la maison. Stéphanie est descendue, l'air confuse. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?»« Le dîner, » a dit Rebecca joyeusement. « J'en ai fait en plus si vous voulez vous joindre à nous. » J'ai vu le visage de Stéphanie, ce regard de « c'est ma cuisine », mais elle a serré les dents. « Merci », a-t-elle dit avec effort. « Ça sent délicieux. » Ils ont tous mangé ensemble, une tablée complète d'étrangers apprenant à vivre ensemble. Théo et Jason se sont liés d'amitié grâce aux jeux vidéo. Emma et Sophia sont devenues inséparables en 30 minutes. Mais Stéphanie mangeait en silence, mal à l'aise à sa propre table. Et moi, assise chez Hélène à quelques kilomètres de là, j'imaginais la scène avec un sourire. Ma vengeance n'était pas de les mettre à la rue. Ma vengeance était de leur faire comprendre exactement ce que c'était que d'être moi. Les semaines ont passé. Bruno et moi avons commencé la thérapie. Le premier jour a été dévastateur. Nous avons tous les deux pleuré pendant toute la séance. Je l'ai laissé se perdre, a-t-il dit à la thérapeute. J'ai laissé notre lien se briser parce que c'était plus facile de maintenir la paix avec Stéphanie que de te défendre. Et j'ai laissé faire, ai-je admis, parce que j'avais peur d'être seule. La thérapeute, le docteur Anderson, nous a regardés avec compassion. La peur nous fait accepter des choses intolérables, a-t-elle dit. Mais vous deux, vous avez encore une chance de reconstruire. Et lentement, séance après séance, nous avons commencé à le faire. Bruno a commencé à m'appeler, pas seulement pour des questions concernant la maison. Il appelait pour demander comment j'allais. Un jour, il s'est présenté chez Hélène avec des fleurs. « Juste comme ça », a-t-il dit, « parce que tu es ma mère et que je t'aime. » J'ai pleuré en tenant ces fleurs tout l'après-midi. Pendant ce temps, dans la maison, la cohabitation créait des situations révélatrices. Rebecca me racontait tout lors de nos appels hebdomadaires. Hier, Stéphanie s'est énervée parce que Jason a utilisé trop d'eau chaude sous la douche, me raconta Rebecca en riant. Je lui ai poliment rappelé que nous payions notre loyer et que nous avions droit à l'eau chaude. Elle a rougi, mais n'a rien dit d'autre. Il y a aussi eu de beaux moments. Sophia avait des difficultés en mathématiques. Stéphanie, qui était ingénieure de formation, l'a aidée avec ses devoirs sans que personne ne le lui demande. « Merci, Madame Stéphanie », avait dit Sophia avec un sourire. Et Stéphanie, m'a raconté Rebecca, s'est mise à pleurer après, parce que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'avait sincèrement remerciée pour quelque chose. Les enfants, bien sûr, étaient la partie la plus facile de cette équation. Un dimanche, un mois après le déménagement, Bruno m'a invité à déjeuner. « À la maison », a-t-il dit. « Rebecca fait un coq au vin. Elle dit que c'est ton plat préféré. » J'ai hésité. « Maman, s'il te plaît, les enfants te manquent, et moi, j'ai besoin que tu vois que j'essaie. » J'y suis allée. Je suis entrée dans cette maison le cœur battant. Tout semblait identique, mais différent. Il y avait les dessins de Sophia sur le frigo, le vélo de Jason sur le porche. Plus de voix,
plus de vie. Mamie! Emma a couru pour me serrer dans ses bras. Théo m'a également étreinte. Rebecca m'a accueillie avec une accolade. Entre, Bernadette. Ta maison, ta table. Stéphanie était dans la cuisine. Elle m'a vue et s'est nerveusement essuyé les mains sur son tablier. Bernadette, a-t-elle dit, merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Nous nous sommes regardés. Deux femmes qui avaient été en guerre. Deux femmes qui n'étaient pas encore amies, mais qui apprenaient à coexister. Nous nous sommes tous assis pour manger. 8 personnes autour d'une table. Jason a raconté une blague. Sophia a chanté une chanson. Théo a montré ses bonnes notes. Emma a montré un dessin qu'elle avait fait de sa nouvelle grande famille. Nous étions tous sur le dessin. Rebecca, ses enfants, Bruno, Stéphanie, leurs enfants, et moi au centre avec une couronne dessinée sur la tête. « Tu es la reine, mamie », a expliqué Emma. « Parce que tu nous as tous réunis. » Je me suis effondrée. J'ai pleuré devant tout le monde. Bruno m'a pris la main. « Merci, maman, de ne pas avoir renoncé à nous. » Après le déjeuner, Stéphanie a demandé à me parler seule. Nous sommes sortis dans le petit jardin. « Bernadette, » a-t-elle commencé d'une voix tremblante, « je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que je t'ai blessée de manière impardonnable. Mais je veux que tu saches que je suis en thérapie individuelle pour travailler sur mes insécurités, mon besoin de contrôle. J'en suis heureuse. » Ai-je dit sincèrement. Rebecca m'apprend beaucoup, a-t-elle continué, sur l'humilité, sur la gratitude. Elle a tout perdu, et elle sourit quand même tous les jours. Et moi, j'avais tout, et je n'arrêtais pas de me plaindre. Je ne te demande pas de me pardonner, je te demande juste de me laisser essayer d'être meilleure. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait rendue invisible, mais j'ai aussi vu une femme brisée, essayant de se reconstruire. Le pardon, lui ai-je dit, ne se demande pas. Il se gagne, avec des actions, avec le temps. Et je suis prête à voir si tu peux y arriver. Son visage s'est illuminé d'espoir. Alors que je quittais cette maison ce jour-là, quelque chose avait changé. Tout n'était pas réparé, mais quelque chose avait commencé à guérir. 6 mois ont passé, et la situation au 847, allée des Chênes, a évolué de manière inattendue. Ce qui avait commencé comme une leçon d'humilité s'est transformé en quelque chose de plus proche de la guérison. Rebecca et ses enfants sont devenus le catalyseur du changement. Je rendais visite 1 fois par semaine, généralement pour le déjeuner du dimanche. Chaque fois, je remarquais quelque chose de différent. La première fois que Stéphanie a demandé à Rebecca un conseil sur une recette. Le jour où Bruno a organisé un barbecue et s'est assuré que tout le monde avait un rôle, traitant Rebecca comme une partenaire égale. L'après-midi où je suis arrivée pour trouver Jason, aidant Théo avec son projet de science, pendant que Stéphanie regardait, hochant la tête avec appréciation. La dynamique a complètement changé, m'a dit Rebecca lors d'un de nos cafés. La semaine dernière, la machine à laver est tombée en panne. Inondation totale. Et tu sais ce que Stéphanie a fait? Elle n'a blâmé personne. Elle a retroussé ses manches et a commencé à éponger pendant que Bruno appelait le réparateur. Puis elle a suggéré que nous allions tous à la laverie automatique ensemble et que nous en fassions une aventure. Stéphanie, la même femme qui m'avait un jour critiquée pour avoir utilisé trop de lessive. Mais les changements les plus significatifs se produisaient entre les enfants. Emma et Sophia étaient devenues inséparables. Théo admirait Jason comme le grand frère qu'il n'avait jamais eu. Ses enfants, non entachés par les préjugés des adultes, montraient à leurs parents à quel point la connexion humaine pouvait être simple. Bien sûr, il y avait encore des aspérités. Stéphanie
avait du mal à partager ce qu'elle considérait comme son espace. Mais ce qui faisait la différence, c'était la manière dont ces conflits étaient résolus. Rebecca ne reculait jamais, mais n'envenimait jamais les choses non plus. Et Bruno, à son crédit, intervenait lorsque c'était nécessaire. La transformation la plus surprenante, cependant, a été celle de Stéphanie elle-même. Un soir, Rebecca l'a trouvée en train de pleurer dans la cuisine. Elle avait fait une grave erreur au travail. « J'ai l'impression d'être un échec », a admis Stéphanie. « Tout ce que je pensais qui me donnait de la valeur, mon travail, ma maison parfaite, tout est une illusion. » Rebecca s'est assise avec elle, l'a écoutée, puis a dit quelque chose qui a tout changé pour Stéphanie. « Ta valeur n'est pas dans ce que tu accomplis, mais dans la façon dont tu traites les gens. » Pendant ce temps, Bruno et moi continuions nos séances de thérapie. Elles n'étaient pas faciles. Nous avons découvert des couches de ressentiment, d'incompréhension et de deuil qui remontaient à des années, même avant la mort de Paul. J'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur de papa, a admis Bruno lors d'une séance. Et puis quand il est mort et que tu es venu vivre avec nous, je pense que j'avais peur de t'échouer, comme j'avais toujours eu l'impression de l'échouer lui. Oh, Bruno. J'ai pris ça en. Ton père était si fier de toi. Il n'était pas parfait, personne ne l'est, et tu ne nous as jamais échoués. Mais je t'ai échoué, maman. J'ai laissé Stéphanie te traiter comme si tu n'étais pas ma mère. Le docteur Anderson s'est penché en avant. Bruno, de quoi aviez-vous peur qu'il arrive si vous confrontiez Stéphanie? Il a réfléchi un long moment. Qu'elle parte? Que les enfants souffrent d'un divorce? Que je me retrouve seule? Sa voix s'est brisée. J'étais un lâche. Non, ai-je dit fermement. Tu étais pris entre deux loyautés. Mais maintenant, tu peux choisir qui tu veux être à l'avenir. Petit à petit, mon fils et moi avons reconstruit ce qui avait été brisé. Pas comme avant, c'était impossible, mais en quelque chose de nouveau, d'honnête, de plus fort. Un mardi après-midi, fin août, mon téléphone a sonné. C'était Stéphanie. Bernadette, sa voix semblait hésitante. J'aimerais te rencontrer, juste nous deux. Nous nous sommes retrouvés dans un café le lendemain. Elle était déjà là, un portefeuille en cuir devant. Elle avait l'air nerveuse. Merci d'être venue, Bernadette. Elle a ouvert le portefeuille. J'ai beaucoup réfléchi. Je veux arranger les choses. Elle m'a tendu des papiers. C'était une offre pour racheter ma part de 60% de la maison sur 5 ans, avec des mensualités de 2 300 €. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que c'est la bonne chose à faire, a-t-elle dit simplement. C'est ta maison, ton investissement, ton sacrifice. Et Rebecca et ses enfants? Nous leur avons proposé de rester comme nos locataires officiels. Ils ont accepté. Rebecca est devenue mon amie, ma conscience extérieure. J'ai étudié les chiffres. C'était une offre juste. D'accord, ai-je dit finalement. J'accepte. Alors que nous terminions notre café, Stéphanie a sorti un petit paquet emballé. C'est pour toi. Je l'ai déballé. C'était un cadre en argent. À l'intérieur, une photo. Notre famille entière à Noël, avant que Paul ne tombe malade. Paul avec son bras autour de moi, son sourire si éclatant. Et moi, au centre, visiblement partie de la famille. Je l'ai trouvé en nettoyant le grenier, a expliqué Stéphanie. J'ai tracé le visage de Paul avec mon doigt, les larmes aux yeux. Merci, ai-je murmuré. Alors que nous nous séparions, Stéphanie m'a surprise avec une brève étreinte maladroite. On se voit dimanche pour le déjeuner? A-t-elle demandé.
J'apporterai le dessert, ai-je promis. En rentrant chez Hélène, serrant la photo contre ma poitrine, j'ai réalisé quelque chose de profond. La vengeance pouvait être satisfaisante, mais la guérison était infiniment plus précieuse. Le week-end suivant, j'ai aidé Rebecca et les enfants à préparer un dîner spécial. C'était le 6e anniversaire de leur emménagement. Quand Bruno et Stéphanie sont rentrés, leur surprise a été totale. La salle à manger avait été transformée avec des bougies et une bannière. Notre famille recomposée, 6 mois de force. Pendant le dîner, les histoires ont fusé. Jason a parlé de l'équipe de basket que Bruno l'avait aidé à rejoindre. Sophia a fièrement décrit comment Stéphanie lui avait appris à faire des tableurs. Plus tard, Bruno a levé son verre. Je veux porter un toast. Aux secondes chances, au pardon et à ma mère, qui m'a appris la leçon la plus dure et la plus importante de ma vie, que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. À Bernadette, ont-ils scandé en chœur. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Mais plus tard, cette nuit-là, chez Hélène, j'ai laissé les larmes couler. Des larmes de libération, de lâcher prise, d'être enfin vue. Aujourd'hui, 1 an et 3 mois après cette nuit, je suis assise dans mon petit appartement loué. J'ai 69 ans. Je donne des cours de tricot. Je vais en thérapie 1 fois par mois, pour moi. Bruno vient me voir tous les dimanches. Stéphanie m'envoie des SMS de temps en temps. L'argent que je reçois me permet de vivre avec dignité, avec indépendance, avec paix. Ai-je retrouvé ma famille? Pas complètement. Certaines blessures ont laissé des cicatrices permanentes. Mais j'ai retrouvé quelque chose de plus important. Je me suis retrouvée moi-même. Mon nom, ma voix, mon droit d'être traitée avec respect. La semaine dernière, Emma m'a donné un nouveau dessin. C'était moi, debout devant une maison avec une valise, un sourire aux lèvres. En dessous, elle a écrit « Ma mamie Bernadette, la femme la plus courageuse que je connaisse, parce qu'elle a su quand partir et quand elle était prête à revenir. » Je l'ai encadrée dans mon salon. Rester là où l'on vous fait du mal n'est pas de l'amour. C'est une habitude. Et briser cette habitude, même si ça fait mal, est la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même. C'est dimanche après-midi. Je suis dans le parc avec Théo et Emma. « Mamie, » dit Théo, « regrettes-tu d'être partie cette nuit-là » ? « Jamais, » je réponds sans hésitation. « Pas même un peu, parce que partir m'a sauvée. » Emma demande « Et es-tu heureuse maintenant ?» Maintenant, je suis heureuse parce que je suis là où je choisis d'être, pas là où je suis tolérée. Bruno arrive avec un café pour moi. Il s'assied à côté de moi. « Maman, je sais que je le dis souvent, mais merci de ne pas avoir renoncé à nous, de nous avoir appris la leçon la plus dure dont nous avions besoin. » De rien, mon fils. Sais-tu ce que ma thérapeute m'a dit la semaine dernière ? Elle a dit que ce que j'ai fait n'était pas une vengeance, c'était une justice réparatrice, parce que je vous ai fait affronter les conséquences sans vous détruire. Je vous ai donné une chance de changer. Nous restons là, sous cet arbre, à regarder les enfants courir. Et je pense à toutes les femmes qui m'ont écrit après ma publication sur Facebook. Celles qui ont trouvé le courage de partir. Celles qui ont posé des limites. Celles qui ont reconquis leur dignité. Et je comprends que mon histoire n'a jamais été seulement la mienne. Elle appartenait à nous toutes, les invisibles, les exploitées, celles qui ont tout donné en espérant des miettes de respect en retour. Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans ce que vous ne permettez pas qu'on vous prenne. Et moi, Bernadette Anne Leclerc, veuve de Paul-Jacques Leclerc, 69 ans, j'ai récupéré mon âme, et plus personne ne me la volera jamais.